C'est fou à quel point c'est une expérience presque universelle. Se réveiller d'un coup au beau milieu de la nuit, Ouais, à 3 heures du matin en général. voilà, à 3 heures du matin, le cœur qui bat à 100 à l'heure, les yeux grands ouverts. Et tout ça parce qu'on vient de réaliser d'un coup qu'on a oublié de valider un dossier important ou d'envoyer un mail. C'est vraiment le pire moment pour s'en rappeler en fait. Exactement. On est hyper vulnérable, on peut rien faire dans le noir. Pourquoi notre cerveau choisit ce moment précis pour nous hurler une alerte professionnelle? La réponse se trouve carrément dans les très anciens rouages de notre évolution. Pour notre cerveau primitif, une tâche qui n'est pas accomplie, c'est perçu comme une menace latente. Genre un prédateur caché dans les herbes hautes. C'est exactement ça. L'alarme, elle s'éteint pas tant que la menace n'est pas neutralisée. Et en parcourant l'imposante pile de notes et de recherches scientifiques qu'on a réunies spécialement pour notre exploration d'aujourd'hui, on réalise à quel point cette mécanique est bien documentée. Complètement, ouais. Jusqu'ici, dans nos discussions précédentes, on a surtout exploré la logistique de l'organisation personnelle. On a parlé de capturer l'info, de clarifier les actions, d'organiser ses listes. En gros, on a assemblé les pièces du puzzle. On a vu le comment, oui. Voilà. Mais aujourd'hui, on plonge vraiment dans les sciences cognitives. L'objectif, là, c'est d'examiner nos recherches pour comprendre pourquoi ces pratiques très spécifiques résonnent aussi puissamment avec notre neurobiologie. Et c'est vraiment le cœur du sujet. Parce que pendant très longtemps, les méthodes d'organisation s'étaient vues juste comme de simples astuces de bureau, quoi. Ouais, et des techniques pour gratte-papier. C'est ça. Mais ce que les documents qu'on examine aujourd'hui démontrent, c'est que ces pratiques reposent en réalité sur des principes empiriques super solides, issus de la psychologie et des neurosciences. Il y a une vraie base scientifique. Absolument. Il y a une validation neurologique au soulagement qu'on ressent quand on vide sa tête sur un bout de papier. Eh bien, justement, commençons par là. Le mythe de la mémoire. On a tous grandi avec cette idée que avoir une bonne mémoire, c'est être intelligent, qu'il faut absolument tout retenir. Alors que la méthode qu'on analyse depuis plusieurs sessions, elle repose sur le postulat inverse. Exactement. Il faut tout sortir de sa tête. Et pour illustrer ça, il y a une image qui m'est venue en lisant nos notes. Imaginons notre cerveau, non pas comme un disque dur d'ordinateur, parce que bon, l'analogie est un peu usée. Ouais, on l'entend partout. Voilà. Imaginons plutôt ça comme la cuisine d'un grand restaurant en plein coup de feu. Ah, j'aime beaucoup l'image de la brigade de cuisine. On va la développer. En fait, les chefs, c'est notre cortex préfrontal. C'est notre capacité de création, d'analyse, de résolution de problèmes. Ils sont brillants pour cuisiner. D'accord. Mais s'il n'y a pas ce fameux rail en métal au-dessus du passe-plat pour accrocher les bons de commande, ce qui représente notre système externe, les chefs, ils doivent mémoriser chaque plat réclamé par la salle. C'est un cauchemar. Une table de 4 par-ci, une allergie par-là. C'est ça. Et très vite, toute leur énergie mentale, elle passe dans la rétention de la commande au lieu de la cuisson. L'avion brûle, le stress explose et la cuisine s'effondre, quoi. C'est clair. Donc, le carnet de notes ou l'application, c'est pas là pour cuisiner à notre place, c'est juste le rail qui tient les tickets pour que les chefs puissent faire ce qu'ils font de mieux. Mais c'est une métaphore extrêmement juste. D'ailleurs, les chercheurs belges Francis Eiligen et Clément Vidal ont publié des travaux fondamentaux là-dessus. Sur la cognition distribuée, c'est ça. Exactement. Et leur postulat, qui est basé sur la biologie évolutive, c'est que l'esprit humain n'a jamais été conçu pour stocker des informations précises et abstraites de manière isolée. On n'est pas des bases de données. Pas du tout. Historiquement, notre survie, elle dépendait de notre capacité à interagir avec notre environnement, à reconnaître des schémas. On mémorisait des parcours spatiaux, on repérait le danger. On n'a pas évolué pour souvenir d'un numéro fiscal à 13 chiffres. Ni de la date limite d'un appel d'offres. C'est sûr. Et Daniel Lévitin explore ce phénomène super en profondeur. Il démontre que face à cette énorme surcharge d'informations du monde moderne, notre neurobiologie est tout simplement dépassée en fait. Elle sature. Complètement. Tenter de retenir mentalement une douzaine de responsabilités professionnelles, ça équivaut à un vrai déni de notre architecture cognitive. Donc sans ce cerveau externe, sans notre fameux rail de cuisine, ça plante. Voilà. L'énergie métabolique du cerveau s'épuise, on fatigue beaucoup plus vite, et nos capacités de jugement et de créativité, elles chutent de manière vertigineuse. Ce qui amène du coup une question assez évidente. Qu'est-ce qui encombre réellement ce cerveau ennuyé? Parce que, comme on disait, c'est généralement pas les grandes pensées philosophiques qui nous réveillent à 3 heures du matin. Ah ça non. Ce qui parasite notre esprit, ce sont les engagements non tenus en fait, les boucles ouvertes. Les tâches en suspens. C'est ça. Le chercheur Roy Baumeister a mené des expériences vraiment fascinantes sur ce sujet. Il a exploré l'impact psychologique des tâches inachevées. Et qu'est-ce qu'il a trouvé?
Dans ces études, on observe que lorsqu'un individu laisse une tâche en suspens, l'inconscient accapare une part massive de la bande passante cognitive, juste pour garder cette tâche active. Parce que l'inconscient, il n'a aucune notion de contexte ou de temps. Exactement, il ne sait pas que le bureau est fermé à cette heure-là ou qu'il est l'heure de dormir, lui, il tourne en boucle et il génère des pensées intrusives. Mais là, il y a un truc, j'ai un vrai blocage conceptuel en lisant ces études. Ah bon? Lequel? Si on suit Baumeister, l'inconscient, il sonne l'alarme parce que le travail n'est pas fait. On est d'accord. Ouais. Pourtant, la méthode qu'on étudie affirme qu'il suffit d'écrire la tâche pour ressentir un soulagement immédiat. Mais le cerveau, il n'est pas stupide. Si j'écris « faire ma déclaration d'impôt » sur un post-it, j'ai toujours pas fait ma déclaration en vrai. Non, c'est sûr. La menace financière est toujours là. Donc pourquoi l'alarme s'éteindrait? Normalement, ça ne devrait pas marcher. Et effectivement, ça marche pas du tout si on se contente d'écrire vaguement « faire ma déclaration d'impôt ». Ah, C'est précisément là qu'intervient la découverte la plus contre-intuitive de Baumeister. Ces recherches ont prouvé qu'il n'est pas nécessaire de terminer physiquement la tâche pour libérer la charge cognitive, mais il suffit pas non plus de l'écrire de manière floue. donc il faut faire quoi? C'est quoi la nuance exacte? La nuance, elle réside dans la définition de la prochaine action, qui soit concrète et physique. C'est-à-dire? Faire ma déclaration, c'est pas une action, c'est un résultat souhaité. C'est un projet global. Le cerveau, il bloque devant cette absence de clarté. Il ne sait pas par quoi commencer. Voilà. En revanche, décider que la prochaine action, c'est ouvrir l'ordinateur et télécharger le formulaire 2042 sur le site du gouvernement, ça, c'est une action physique. C'est ultra précis. Et Baumeister a démontré que dès l'instant où l'on clarifie cette prochaine étape physique et qu'on la place dans un système de rappel en lequel on a une confiance absolue, l'inconscient relâche la pression. L'alarme s'éteint. Le mot-clé ici, c'est vraiment la confiance, en fait. Totalement. Parce que si j'écris cette action hyper précise, mais sur un bout de papier volant que je risque de perdre dans le métro, l'angoisse, elle va revenir au galop. Le cerveau est une vraie machine d'évaluation des risques. Si le système externe n'est pas étanche, s'il n'est pas consulté régulièrement, l'inconscient, il refuse le contrat. Tout simplement. Il se dit, je peux pas m'y fier, je reprends les rênes. Exactement. Il reprend la charge de mémorisation avec toute l'anxiété qui va avec. C'est un pur mécanisme de survie. Mais lorsque le système est perçu comme infaillible, le soulagement cognitif, il est mesurable neurologiquement. On observe une vraie baisse de l'activité liée au stress dans l'amygdale. Ok, très bien. Admettons que j'ai mis en place ce système parfait. Mes bons de commande sont bien accrochés sur le rail, ma cuisine mentale, elle est hyper sereine, il n'y a plus d'angoisse de fond. D'accord. Mais est-ce qu'on risque pas de tomber dans un autre extrême? C'est-à-dire? Celui de devenir un simple robot administratif, un exécutant stérile, qui passe sa journée à cocher des cases de manière mécanique, sans âme, sans passion. L'absence de stress, ça garantit pas l'épanouissement. Alors, c'est une critique très fréquente, oui. Mais la science de la psychologie positive prouve exactement l'inverse, en fait. Ah ouais? Ouais, c'est précisément cette structure rigoureuse qui libère l'espace mental nécessaire pour atteindre l'état le plus créatif et le plus épanouissant connu de l'homme. L'état de flux, ou le flow, un concept popularisé par le psychologue Mihaly Csikszentmihalyi. Le flow? C'est souvent décrit par les athlètes professionnels ou les chirurgiens. Les musiciens aussi, ouais. C'est ce moment de grâce absolue où la notion du temps s'évapore, où l'ego disparaît, et l'action, elle devient purement instinctive. Une immersion totale. Exactement. Et les recherches de Csikszentmihalyi, elles vont définir les conditions très strictes d'apparition de ce flux. Qu'est-ce qu'il faut pour l'atteindre? Il faut un objectif clair, des règles précises, un retour d'information immédiat sur ses actions. Et un équilibre parfait entre le niveau de défi de la tâche et nos propres compétences. Parce que si le défi est trop grand, c'est l'anxiété. Et s'il est trop faible, c'est l'ennui, on décroche. Ok, je vois. Mais comment on relie l'état mental d'un pianiste prodige en plein concert à la gestion d'une bête liste de tâches au bureau? Eh bien, ce qui est assez surprenant dans les données de Csikszentmihalyi, c'est que les individus déclarent vivre beaucoup plus fréquemment cet état de flux au travail que pendant leurs loisirs. Au travail, plus qu'en week-end. Ouais, parce que le temps libre, il est souvent pas structuré en fait. Ce qui mène rapidement à l'apathie ou à la distraction passive sur un écran. Le travail, lui, il offre naturellement un cadre. Mais la méthode d'organisation vient renforcer ça. Complètement. Elle agit comme un amplificateur. En forçant la définition d'actions physiques très claires comme télécharger le formulaire, on crée artificiellement les micro-conditions du flux pour chaque tâche du quotidien. On réduit vraiment l'ambiguïté à zéro.
Si je comprends bien, c'est comme si on fabriquait soi-même sa propre piste de ski. L'objectif est hyper visible, les portes de slalom sont placées, et la seule chose qui reste à faire, c'est de descendre la pente sans se demander où on va. C'est parfaitement résumé. L'esprit n'est plus du tout parasité par l'évaluation continue de ce qu'il devrait être en train de faire à la place. L'attention est focalisée comme un laser sur l'action présente. C'est ça. Et c'est d'ailleurs la définition neurobiologique de l'engagement. Bon, c'est fascinant en théorie. Mais soyons d'une honnêteté brutale face à nos sources, là. Le flow, c'est merveilleux quand on écrit un article de fond ou qu'on design un produit génial. Oui. Mais qu'en est-il du travail ingrat? Remplir une note de frais de 50 lignes, classer des archives administratives, faire de la saisie de données. Ah, les tâches pénibles. Voilà. Personne n'atteint la transcendance spirituelle en agrafant des reçus de taxi. Comment la psychologie explique-t-elle notre capacité à avancer quand la tâche est fondamentalement ennuyeuse et que la motivation est à zéro? Alors, c'est ici que nos notes nous orientent vers un tout autre champ de la psychologie comportementale, le self-leadership. Ou la capacité à s'auto-diriger? D'accord. Face à une tâche ingrate, compter uniquement sur la force de volonté ou espérer une révélation mystique, ça fonctionne pas, hein. La volonté, c'est une ressource qui s'épuise. Donc on fait comment? Les travaux de Peter Gollwitzer et Gabriele Oettingen nous offrent une vraie clé mécanique. Ils appellent ça l'intention d'exécution. L'intention d'exécution, ça sonne très académique, ça. C'est pas juste se dire très fort « Allez, je vais le faire en serrant les poings devant son miroir le matin ». Pas du tout, non. L'intention de réaliser un objectif, par exemple se dire « je dois finir mes notes de frais cette semaine », ça suffit rarement. L'intention d'exécution, c'est carrément une programmation neurologique qui lie une situation spécifique à un comportement spécifique. Un système de déclencheur, en fait. Exactement. La formule est de type « si alors ». Par exemple, si on est vendredi après-midi à 16 h et que j'ai fini mes réunions, alors je m'assois, j'ouvre mon logiciel de compta et je saisis mes reçus pendant 20 minutes. Ok, en lisant cette partie des recherches, je me suis quand même posé une question. En quoi cette fameuse intention d'exécution diffère-t-elle d'une simple routine ou d'une habitude comme se brosser les dents le matin? Ça a l'air d'être la même chose, sous un vernis scientifique. Ah, la différence, elle est au cœur même du fonctionnement de notre cortex préfrontal. Une habitude, ça met des mois, parfois des années, à se forger par la répétition aveugle. Jusqu'à devenir un automatisme. Et l'intention d'exécution, C'est un piratage à court terme. Gollwitzer explique qu'au moment d'agir sur une tâche ingrate, notre fameux vendredi à 16 h, notre cerveau il est dans un état émotionnel qu'il appelle chaud. chaud, c'est-à-dire on est fatigué, on a envie de rentrer, on ressent de la résistance. Si on doit prendre la décision de faire la tâche à ce moment précis, on choisira toujours l'évitement. L'appel du canapé et de la série télé est bien trop fort. Voilà, l'intention d'exécution déplace le fardeau de la décision vers un moment où l'on est dans un état cognitif froid, calme et rationnel, le moment de la planification. Ah, on décide à l'avance quand on est tranquille. C'est ça. En créant ce lien si-alors, à l'avance, on court-circuite complètement le processus décisionnel au moment critique. Le signal de l'environnement déclenche l'action de manière quasi automatique, sans puiser dans la volonté. On ne débat plus avec soi-même. La décision, elle a déjà été actée dans le passé, en fait. Exactement. C'est un peu comme préparer ses affaires de sport la veille au soir et les mettre bien en évidence devant la porte d'entrée. C'est un très bon exemple. Le matin, on ne décide pas d'aller courir, on trébuche simplement sur ses baskets et l'action s'enclenche toute seule. On automatise le bon comportement pour économiser l'énergie de la décision. C'est tout à fait ça. Et quand on cumule toutes ces micro-automatisations sur le long terme, l'impact dépasse largement le simple fait d'avoir un bureau bien rangé ou d'être à l'heure sur ses dossiers. On passe à un autre niveau. Oui. Les sources qu'on explore convergent toutes vers un concept global beaucoup plus profond, issu de la psychologie organisationnelle. Oui, on aborde là la dernière grande idée de ces recherches. L'accumulation de tout cela ne crée pas juste de la productivité bête et méchante. Ça construit ce que les chercheurs appellent le capital psychologique, le psycap. Le psycap, c'est un peu l'armure mentale d'un individu. Contrairement à des traits de personnalité qui sont figés à la naissance, c'est un capital qui grandit, qui s'investit et qui génère de vrais rendements cognitifs. Et ça repose sur 4 piliers. Et ce qui est fascinant, c'est de voir comment la maîtrise de son système d'organisation vient nourrir chacun de ces piliers un à un. Décorticoler, si vous voulez. Le premier pilier cité dans les études, c'est l'auto-efficacité. Ok.
L'auto-efficacité, selon le psychologue Albert Bandura, c'est la croyance intime en notre propre capacité à organiser et exécuter les actions requises pour atteindre un objectif. Donc c'est pas juste de l'arrogance ou de la confiance aveugle. Non, pas du tout. C'est fondé sur des preuves tangibles. Quand on vide régulièrement son esprit, qu'on définit des prochaines actions claires et qu'on les raye de sa liste systématiquement, on envoie un message en continu à son cerveau. On lui dit « je suis quelqu'un qui fait ce qu'il dit qu'il va faire ». Exactement. On bâtit une confiance inébranlable en sa propre capacité d'exécution. C'est la différence énorme entre se dire je suis nul pour gérer des projets parce qu'on est noyé sous des emails vagues et se dire je sais faire avancer les choses parce qu'on a un plan physique. C'est tout à fait ça. Et le deuxième pilier du psychap, c'est l'optimisme. Alors là encore, la psychologie scientifique a une définition bien précise qui dépasse un peu le cliché du verre à moitié plein. Oui, en psychologie, l'optimisme, c'est un style explicatif. C'est la façon dont on s'explique à soi-même les événements de la vie. Comment ça? L'optimiste, c'est celui qui attribue ses succès à des causes internes et durables. Mes efforts, ma méthode. Et ses échecs à des causes externes et temporaires. Un mauvais alignement des circonstances, par exemple. D'accord. Donc, quand on possède un système d'organisation robuste, l'optimisme, il augmente naturellement parce que le lien de cause à effet, il devient super transparent. C'est ça. On sait exactement pourquoi un projet a réussi. On en voit la trace écrite, étape par étape. On ne dépend plus de la chance. On voit l'architecture de son propre succès. Ce qui nous amène du coup au troisième pilier. Et là, j'aurais besoin d'une clarification. Je vous écoute. Le troisième pilier, c'est l'espoir. Mais quelle est la différence entre l'optimisme dont on vient de parler et l'espoir? Ça semble faire complètement doublon. La distinction, elle est fondamentale en fait. L'optimisme, c'est la conviction globale que les choses vont bien se passer. L'espoir, tel que défini par le chercheur Charles Snyder, c'est la capacité neurologique à identifier des voies multiples pour atteindre un but. Des chemins différents. Oui, et à générer la motivation nécessaire pour les emprunter. L'espoir, c'est vraiment l'agilité et la planification. Ah, je comprends. Donc c'est pas juste « j'espère qu'il fera beau demain ». C'est « si le chemin A est bloqué, j'ai l'agilité mentale pour tracer un chemin B vers mon objectif ». Exactement. Et quelqu'un dont l'esprit n'est pas englué par le chaos de 1000 détails non gérés, il dispose de la clarté nécessaire pour voir ses chemins alternatifs. La bande passante est libre. Voilà. Ce qui forge d'ailleurs le quatrième et dernier pilier du capital psychologique, la résilience. La fameuse capacité à encaisser les chocs et à rebondir après l'adversité. Face à une crise inattendue ou un problème majeur, la personne dépourvue de système externe, elle panique. Pourquoi ? Parce que son cerveau était déjà saturé à 99% par la simple survie quotidienne. C'est la fameuse goutte d'eau qui fait déborder le vase. Exactement. À l'inverse, la personne qui a transféré sa charge mentale vers un système externe fiable, elle dispose d'une énorme réserve cognitive. Face à la crise, elle peut compartimenter, évaluer froidement la situation et réagir de manière hyper proportionnée. Si on prend du recul sur l'ensemble de ces recherches, franchement, la perspective, elle est radicalement transformée. On est parti d'une simple discussion sur la nécessité de noter ses tâches et on arrive à la construction d'un véritable système immunitaire psychologique. C'est fascinant, n'est-ce pas ? Ah, totalement. Organiser ses engagements, c'est pas devenir un robot de productivité, en fait. C'est créer un rempart contre l'anxiété chronique. Ça transforme ce qui aurait dû être un mardi de chaos indescriptible en un défi simplement gérable. On cesse de subir la tempête quotidienne pour se mettre à naviguer avec intention. Et les conclusions de la communauté scientifique, elles sont sans appel là-dessus. L'efficacité personnelle, c'est pas une fin en soi. Moi, c'est un véhicule. Et la destination finale, c'est le bien-être psychologique profond. Libérer l'esprit de la tyrannie des choses inachevées, c'est lui permettre d'investir pleinement le moment présent. Que ce moment exige une concentration de haut niveau pour résoudre un problème complexe, ou simplement d'être assis par terre à jouer avec ses enfants sans avoir une partie du cerveau qui calcule la date limite d'un rapport financier. C'est la vraie liberté. Et ça nous ramène, pour clôturer cette analyse scientifique, à l'image qu'on a utilisée au tout début, la cuisine du restaurant. Notre fameuse brigade. Ouais. Si on accepte la preuve empirique, que notre cerveau, c'est vraiment une incroyable machine à générer des idées, à créer, à imaginer, et qu'il est biologiquement incapable d'être un bête espace de stockage brut, on est en droit de se poser une question hyper vertigineuse, en fait. Laquelle ? Quelles idées brillantes, quelles solutions professionnelles hyper innovantes, ou même peut-être quelles œuvres d'art formidables on est en train d'étouffer ou de réprimer de manière totalement inconsciente à cet instant précis.
C'est une excellente réflexion. Et tout ça pourquoi? Simplement parce que notre cortex épuise son énergie à essayer de se rappeler d'acheter du lait en rentrant ce soir, ou d'envoyer un email à la comptabilité demain matin. C'est vraiment l'enjeu profond mis en lumière par toutes ces études. Refuser de structurer ses engagements, c'est choisir de gaspiller son propre potentiel intellectuel sur de la maintenance de bas niveau. Et c'est là que tout commence vraiment à prendre sens. Et pour celles et ceux qui veulent aller plus loin, le livre est disponible gratuitement via le lien en description.